Et bonjour à tous, bienvenue sur Outstad, le podcast qui explore le sport sous toutes ses coutures, au plus près de celles et ceux qui le pratiquent, le regardent ou l'organisent. Ici avec vous, on se questionne, on décrypte et surtout on cherche à comprendre ce que le sport produit au-delà du score. Et aujourd'hui donc, on continue notre série d'épisodes qui nous emmène de l'autre côté de la barrière. Pas sur le terrain, pas en tribune, mais côté organisation, auprès de celles et ceux sans qui aucun événement sportif ne pourrait avoir lieu. Pour en parler tout d'abord avec moi, mon collègue outstadier Rémi. Comment ça va Rémi ? Salut Maxime, salut à tous. Bah ça va très bien, merci beaucoup. Et t'es prêt à cuisiner notre invité avec quelques petites citations, quelques chiffres et un petit quiz maison, hein. On connaît ta passion pour les quiz. Ouais, tout à fait, je suis prêt à en parler avec lui et voir ce qu'il vaut sur le terrain. Et on n'oublie pas Xavier, avec nous en régie aussi. En direct de Milan, si vous voulez tout savoir. Ciao, buonasera a tutti. Et comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu sa voix, on a invité une personne de marque aujourd'hui. On peut en parler en toute connaissance de cause au sein d'Outstad, puisqu'on a eu le plaisir de partager un couloir mitoyen avec lui du côté de Paris 2024. Et on compte sur lui pour nous emmener sur la route. Pas celle du marathon, pas celle du Tour de France, pas celle non plus de Gérald de Palmas, a priori, mais plutôt celle très concrète qui relie chaque spectateur, chaque athlète, chaque bénévole au match ou à la course qu'il vient de vivre. Parce que derrière chaque événement sportif et chaque compétition, il y a une belle mécanique plus ou moins rodée qui se met en place à chaque fois, celle du transport de tout ce petit monde. Comment on fait pour que des dizaines de milliers de personnes arrivent au bon endroit, au bon moment, sans bloquer toute la ville ? Comment on fait pour déplacer des athlètes, du matériel ? Tout ça en essayant de prendre en compte l'impact environnemental. Et donc pour nous aider à répondre à toutes ces questions, on a avec nous un expert. Il a développé, accompagné, chouchouté le plan de transport des Jeux de Paris 2024, mais pas que. Et il nous en parlera lui-même. Et sans plus attendre, bienvenue à Stéphane Aubry. Un grand merci d'être avec nous Stéphane, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Salut Stéphane. Super. Et tu te sens d'attaque pour nous aiguiller face à toutes ces questions ? Oui, bien sûr. C'est parti. Allez, c'est parti. On va te mettre à contribution tout de suite. D'habitude, déjà, on demande à nos invités de se présenter sans utiliser le mot sport. Toi, t'as pas de chance parce que dans le mot transport, il y a sport. Donc, on va aussi interdire transport. Et si tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs, évidemment, il y a Rémi qui veille derrière et qui fait l'arbitre, qui siffle dès que tu dépasses la ligne. La VAR est en place. On t'écoute. Je m'appelle Stéphane, je suis géographe, je suis parisien, j'ai grandi à Paris et je me suis orienté pendant mes études sur la mobilité, sur la planification de la mobilité. Ça m'a permis de travailler sur des projets urbains, sur des projets de planification de tramway, de planification de tous les modes, de vélo, de piétons. Et puis progressivement, je suis arrivé à travailler sur des projets de stade. Ok. Et puis sur les flux de spectateurs, sur l'impact des stades avant qu'ils ne soient construits, par exemple Jean-Bouin ou l'Arena de la Défense. Ouais, j'allais te demander de quel stade. Ouais. Voilà, c'était Ouais. ces deux stades-là. Et lorsque l'annonce sur Paris 2024 est sortie, je me suis dit quand même l'occasion était l'occasion d'une vie de travailler sur ce sujet dans ma ville à ce niveau de maturité dans ma vie professionnelle. C'était l'occasion d'une vie, donc j'ai tenté ma chance. Ouais, et justement, est-ce que il y avait le rapport au lieu, évidemment. Est-ce que toi, il y avait une connexion au sport particulière avant ? C'est un truc, je sais pas, tu as une passion sportive depuis que tu es petit ou pas plus que ça ? C'est vraiment la ville qui t'a amené à travailler Non, là-dedans ? pas plus que ça. Pas plus que ça. Je suis pas vraiment un sportif. Je fais beaucoup de vélo, de VTT. Je répare des vélos et je roule avec des pneus lisses ou des pneus à crampons, mais sans jamais faire de compétition. Ouais, t'es rapidement allé sur les moyens de transport tout de suite quand tu parlais de sport, forcément. Oui, et puis le challenge est quand même sur tous les sujets, que ce soit de la logistique, de l'hébergement. Les jeux, c'est quand même un step en termes d'ampleur qui fait que c'est difficile de refuser un challenge comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'occasion. Ouais, Stéphane, on peut commencer par le commencement. Et du coup, si tu pouvais nous expliquer en 30 secondes ce que ça veut dire pour toi de gérer le transport d'un événement sportif, tu commencerais par quoi ? Alors, je commencerai par le fait que c'est rarement ce à quoi on s'attend. Et donc, on pense savoir et en fait, on ne sait pas grand-chose. On s'attend à quoi déjà ? Vas-y, dis-nous.
Moi, vu mon parcours et vu ce que j'avais fait avant, je m'attendais à gérer surtout des flux spectateurs. Et puis j'ai découvert qu'en fait, un stade qui n'a pas d'athlète, pas d'arbitre, pas de caméra télé, pas de sécurité et pas de périmètre, ne fonctionne C'est pas. pas Donc, très intéressant, ouais. les spectateurs, c'est à la fin du process quelque part. Et donc, tout le process avant, il y a beaucoup d'autres personnes à déplacer, à transporter. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, enfin découvert et apprécié, pris l'ampleur ouais, à l'occasion des Jeux. Ouais, justement, tu peux nous parler un petit peu de, ce que c'est tous ces acteurs, en fait, c'est quoi leurs besoins? Et on imagine à peu près que les athlètes, ils ont besoin d'être là pour la compétition et que les spectateurs ont besoin d'être là, au moment où le coup d'envoi démarre, mais on imagine que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Oui, alors ce qui est intéressant, alors n'étant pas sportif, mais j'imagine quand même qu'il y a un enjeu de concentration ou un enjeu d'être dans sa bulle. Hem, Ouais. L'athlète, je pense pour les très grands événements, type coupe du monde, et JO, on les met dans des bulles de transport, donc Mmh. donc c'est pour ça qu'on le fait main dans la main avec les équipes sécurité. On les met dans un bus ou un autocar avec des portes qui sont scellées et ils arrivent dans le stade sans avoir à être refouillés. Donc, il y a ce principe de bulle à bulle ou clean to Mmh. clean, peu importe. Ouais. Et donc c'est beaucoup de contraintes, pour beaucoup de directions et d'opérations, du grand événement. Un deuxième, ce que j'ai découvert, et j'avais vraiment pas pris le temps de le faire, au moment de la préparation des jeux, je me suis dit: «Les gens qui font la production télé, ils sont quand même assez embêtants en termes de niveau d'exigence». Et puis lorsqu'on est, dans les centres d'opération de transport et qu'on regarde les épreuves en se disant: «Est-ce que le stade est plein? Est-ce que les gens commencent à partir pour vider?» Donc on avait toujours, la chaîne télé qui correspondait à l'épreuve qui était en Les train de vider, jauges, ouais, ouais. pour les jauges. Là, je me suis rendu compte que la Mmh. qualité d'image de ce qui était produit valait bien l'embêtement ou le niveau d'exigence. 10 plus 4 millions de billets, mais on a eu plusieurs milliards de téléspectateurs. Donc c'est normal que la jauge, enfin que le Ouais, curseur soit positionné sur la partie télé. Et donc nous, en termes de ouais, transport, on avait un système de transport dédié pour les athlètes, mais on avait aussi un système de transport dédié pour la production de télé. ouais. Ça veut dire des lignes de bus et d'autocars qui vont d'un hôtel à un site, etc. Et donc, donc, en fait, ce qui est très impressionnant lorsqu'on découvre les grands événements, quand on vient, moi, du monde du transport public, entre guillemets, ou de l'urbanisme, on Ouais. voit la somme de calques, un peu comme quand on fait des dessins sur Photoshop. On pensait avoir un calque et en fait, des calques, il y en a une dizaine. Des calques de transport avec des transports pour les athlètes, pour les productions télé, pour les médias, pour les fédérations, pour les partenaires marketing, pour les spectateurs, pour les riverains. Et en fait, c'est ça qui était vraiment génial dans ce OK. job, c'était d'avoir toutes ces couches à gérer et puis de trouver les points d'accroche. Et justement, c'est quoi qui change, par rapport à, je sais pas, un concert, une manifestation classique, quand tu travailles dans le sport? Alors, je dirais qu'il y en a 2. Le premier point, c'est, et c'est ce qu'on s'est souvent dit en réunion publique, parce que au travers de mon job, on a été faire des réunions publiques autour du Stade de France ou du Village, Ouais. avec les collègues de Paris 24. Et en fait, on peut demander aux gens de se mettre en apnée, typiquement en bas de chez moi, en bas de chez nous, demain, il y a un semi-marathon, Ouais. tout le stationnement est rubalisé, pour être supprimé. Bon, les riverains, se mettent en «apnée» entre guillemets pendant 24 heures. Et Ils puis bougent ça leur passe. voiture. Ouais. Bon, OK, on peut comprendre. Il y a une manifestation, il y a une course, Tour de France qui passe, ça dure, pareil quelques heures. Les gens se mettent en apnée. Là, à l'occasion des Jeux ou, d'un championnat qui va s'étirer sur plusieurs semaines ou d'une coupe du monde, on va demander aux riverains de changer leurs habitudes de mobilité pendant 1, 2, 3 mois. Ouais. Et donc on peut pas, raisonner pareil. On peut pas dire: «Maintenant vous ferez livrer votre, machine à laver, dans 3 mois, vous n'irez pas à l'hôpital, vous ne pourrez pas inviter qui que ce soit chez vous». Et donc ça, c'est une contrainte très forte d'un très grand événement qu'on n'a pas sur un concert ou qu'on n'a pas sur un événement petit. C'est la durée, en Hem fait, ouais. Et c'est ça aussi, c'est ça, la durée de l'effort. Je me mets pas en apnée Ouais. pendant 3 mois, je me mets en apnée Moi, pendant mais 1 heure, enfin déjà pendant 1 minute, ça sera très bien, mais la 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 durée de l'impact pour les riverains, elle est telle et pour les commerces que ça change de step, en fait, c'est vraiment une autre échelle. Ça fait partie pour toi des plus gros points de tension? C'est là-dessus qu'il y a le plus de tension en général ou il y a d'autres sujets, ceux qui vous amènent justement sur de la conflictualité, ou c'est vraiment ces relations avec le public? Ça, ce qui est intéressant, si je prends l'exemple du quartier, qui était un cluster, enfin un cluster, pardon, un regroupement de sites importants à l'occasion des Jeux, on avait Roland-Garros, Parc des Princes
et Jean-Bouin, qui finalement était un centre pour le comité national allemand, plus le marathon qui y passait. En fait, ce cluster-là, ce qui est intéressant, c'est que on a des matchs maintenant à Jean-Bouin toutes les 2 semaines pour le rugby, ou toutes les 3 semaines. On a des matchs du Paris FC toutes les 2 semaines, plus les matchs au Parc des Princes, plus les matchs de l'équipe de France, plus Roland-Garros avec maintenant du paddle. Mmh. Donc en fait, le quartier bouge régulièrement, mais encore une fois, ça va durer 24 heures. C'est Les... vendredi, samedi, dimanche, quoi. Voilà. Et donc, le point de tension très fort qu'on a eu pendant les Jeux, heureusement que la préfecture de police a mis en place ces QR codes, parce que ça permettait d'avoir des filtres et aux gens de comprendre qu'ils pourraient quand même rentrer chez eux et d'éteindre en fait ces points de tension. Parce que les gens disaient: «Mais moi je vais vivre dans mon îlot comme Astérix, dans mon village». Non, non, en fait, vous pourrez venir, vous pourrez aller venir, mais pas n'importe comment. On aura des tolérances, mais ne faites pas n'importe quoi. Ne venez pas avec un Smurmore pour vous faire livrer votre canapé, ne le laissez pas en double fil pendant 2 heures. Voilà. Et donc ça a été très important. Et donc, moi, je dirais le deuxième enseignement, au-delà de que j'ai pas découvert, je m'y attendais, mais j'espérais que ça se passe comme ça, mais ça s'est bien passé, c'est la coopération entre l'État dans ses couches, préfecture de police, les collectivités locales, donc les villes et les territoires autour de chaque stade, et puis évidemment, du côté transport, le lien entre les autorités et les opérateurs. Donc tout ça, ça a bien fonctionné. Et on a vu, et les choses se sont alignées plutôt tard. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, les tests ou les exercices qu'on a pu faire, on voyait qu'on était encore loin de se tenir la main. Il a fallu que ça s'est fait dans les derniers mois, voire dernières semaines. Avec un peu de stress dans la période de préparation, ou vous saviez que ça allait finir, les carrés allaient finir par rentrer dans les carrés? J'étais partagé. Je savais que de toute manière, enfin, on est quand même on a quand même une intelligence collective en France. On sait faire plein de belles choses. On avait déjà fait des championnats du monde. On avait déjà fait tous les ans, il y a le Tour de France. Tous les ans, il y a des défilés. Enfin bref, on sait faire. C'était pas le sujet. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu des exercices qui ont été organisés, qui étaient collectifs. Hein. Il y a personne à blâmer. Mais on a voulu un peu faire un crash test. Et dans les exercices qu'on a fait 1 an et 6 mois avant, ils étaient tellement denses en problème. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai un ouragan, un tremblement de terre, un météorite, plus que la Terre s'ouvre en deux? En fait, oui, mon sujet ne sera plus de transporter les gens. Et donc forcément, le métro marche plus s'il y a une météorite. Et donc, les tests qu'on a fait étaient trop denses en termes de pépins, ce qui fait qu'ils nous ont mis en tension et on s'est dit, mais en fait, nos procédures et on n'est pas, saura-t-on gérer si on a vraiment des pépins aussi lourds que ce qu'on avait pu tester? OK. Et, et donc, finalement, les problèmes qu'on a eus étaient certes importants. On en a eu quelques-uns qui nous ont mis en stress, je vais y revenir. Mais finalement, les acteurs publics, côté Paris 24, évidemment, les gens étaient venus pour ça, en fait. Hein. Ouais. Les gens de Paris 24 viennent pour gérer les jeux et livrer les jeux. Mais des policiers, les conducteurs de bus, les agents SNCF, les autorités côté préfecture ou Île-de-France Mobilité, ils avaient d'autres choses à faire au quotidien. La vie ne s'arrêtait pas et donc il fallait qu'ils jonglent entre leur vie du quotidien et les choses des jeux. Il y a 2 choses qui m'ont un peu stressé quand même. La première, c'est qu'un chantier a eu lieu dans la banlieue ouest de Paris, à Saint-Cloud, enfin à Sèvres, pardon. Et en creusant pour un parking, l'autoroute A13 s'est affaissée d'1 mètre, enfin Ouais. 80 centimètres. Et donc l'autoroute A13 a été fermée. Et l'autoroute est fermée en avril. Et là, l'autorité de chantier, la préfecture, tout le monde dit, normalement, si les choses se passent bien, on rouvre mi-juin, fin juin. Normalement. Sauf voilà. Et donc dans la vie d'un projet normal, je livre une tour, un chantier, un pont, je décale de 2 semaines, oui, bah, très bien. Mais là, le problème, c'est est-ce que j'active un plan B tout de suite? Et donc je change d'itinéraire de tous mes bus qui vont aller à Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome, à Élancourt, au Golf, et je les fais passer par où? Parce que j'ai pas de voie olympique du coup, parce que les voies olympiques qui permettaient aux athlètes et aux différents transports d'avancer vite, bah, il y avait pas de voie olympique sur les autres itinéraires. Donc là, petit stress quand même. Petit stress parce que on voyait les jours passer, et on était en contact presque tous les jours avec la préfecture des Hauts-de-Seine qui nous disait: «On avance bien, ça devrait aller». Mais Jusqu'ici, tout va bien. voilà, exactement. Donc ça a été un petit point de stress, voilà. Et le deuxième point de stress, c'est le sabotage des transformateurs électriques Ouais, le jour au premier jour, enfin
pour le jour de la cérémonie, en fait, nous, on était déjà depuis 2-3 semaines, enfin, tout Paris 24 était en opération depuis déjà 2-3 semaines, depuis le 12 juillet. Et je me souviens très bien avoir eu j'arrive au transport, au centre des opérations transport, on commence la journée, on voit les trucs qui clignotent dans tous les sens, et ça remonte. Là, quand tu dis centre des opérations de transport, c'est la salle avec les écrans, les infos en live. C'est ça. En transport, on avait donc des gens de Paris 24 évidemment, des gens du gouvernement qu'on appelle la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques. On avait des gens de la préfecture de police, l'armée, Île-de-France Mobilité, et on avait en fait une émulation sur ce plateau parce que tout le monde parlait en même temps, tout le monde faisait des briefings en même temps. Donc quand on a vu les fonds arriver sur le sabotage, je me souviens, on a traité l'info, j'ai été aux toilettes me rafraîchir le visage et je me suis dit, Ouais. bon, c'est un gros mot, mais je me suis dit, putain, si on a un truc comme ça tous les jours, pendant 2 mois, ça va être long. Ouais. Vous avez pu dépasser ces événements au final. En tout cas, du point de vue spectateur, on a l'impression que c'est des choses qui ont peu gêné. Alors, c'est ça qui est assez impressionnant. Alors quand je dis «on» à chaque fois, on était, dans l'équipe transport, on était 4. Donc on avait un directeur transport qui, s'appelle Pierre Cuneo et on était 3 à ses côtés pour piloter, différents sujets. On avait Manon Jacob, qui s'occupait, des flottes et des services. Donc elle avait en frontal, notamment, les fédérations et le broadcast télé. Donc c'était quelqu'un de très patient, Manon. Très, très patient, très résilient. On avait Sarah qui s'occupait des transports sur site et moi je m'occupais donc plutôt des mobilités et des interfaces avec les opérateurs et les autorités de transport. Ouais. Et donc dans ce fonctionnement en commun, effectivement les périodes de stress, elles ont été résolues avec un travail énorme des autorités et vraiment la réussite des jeux, c'est pas une personne, c'est vraiment des milliers de personnes. En transport, tout du moins, c'est très clair, je pense. L'État, dans toutes ses couches qui étaient impliquées, et voilà. Et donc, aussi bien Île-de-France Mobilité, et dans les villes foot aussi, mais il y avait moins de stades, moins d'épreuves. Mais Île-de-France Mobilité, RATP, SNCF étaient alignés, la préfecture de police, la préfecture de région, et en fait, je pense que et les préfectures locales. Et donc, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que on avait beau avoir des cahiers de procédure de 900 pages, en disant si je suis dans la situation B8 plus C4 plus DE et en plus je suis en variante A'. Bon, les procédures c'est bien, on les avait bossées ensemble, mais en fait, comme on était sur le plateau ensemble, on discutait des décisions et les corrections se sont faites assez naturellement parce que tout le monde était impliqué. Et justement, typiquement, là, sur l'exemple de le jour de la cérémonie, une fois qu'il y a le sabotage, que toi, t'arrives et que tu vois toutes ces infos qui clignotent, on va dire, comment ça se gère, ce genre de situation, au final? Alors déjà, étonnamment, les gens étaient stressés en période de test et les gens étaient sereins en période des jeux. Ça, j'arrive pas à me l'expliquer. Un peu comme le saut à la perche, j'y arrive pas en entraînement, mais le jour J, j'arrive à passer la barre, quoi. Donc je pense qu'une des réussites, c'est que les gens étaient relativement calmes parce on savait on avait la force de frappe, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui fait que ce jour-là, bah, moi, j'étais pas directement impliqué, hein. Il y avait des équipes qui s'occupaient de tous ces flux dans les trains. Mais là aussi, les différentes directions qui sont venues toquer au desk, enfin, au bureau de transport en disant j'ai une délégation, j'ai des sportifs qui sont bloqués dans des trains, qu'est-ce qu'on fait? Le truc a fonctionné, les téléphones ont fonctionné, les gens ont répondu. Et ça, j'ai une anecdote là-dessus qui m'a un peu frappé. Enfin, vraiment frappé. Moi, je travaille avec des collectivités depuis 25 ans. Ça, c'est le diable est dans le détail, mais ce truc-là, il est assez rigolo. On avait besoin de recaler les horaires de bus. En fait, des bus, on avait tellement de bus. Je donne un ordre de grandeur. Une gare bus classique dans l'Île-de-France, à Cergy, à Vincennes, c'est 20 quais. Nous, on en avait 50 au village. Ok. Dans ville, on a un bus qui passe quand on a dans un corridor de bus important. Si on a un bus par cycle de feu, donc un bus toutes les minutes, dans chaque sens, c'est bien. Nous, on en avait 3 par sens, par minute. Ok. On n'opère jamais un truc aussi gros. Et donc, pour recaler les horaires, parce qu'en fait, les bus vont et viennent et ils sont décalés sur les horaires, donc Là, on parle vraiment des bus qui... vont au village chercher les athlètes. Vraiment, les athlètes... C'est ça. Il y a la pyramide, il y a en haut de la pyramide, il y a la pointe de la pyramide, puis il y a encore au-dessus, c'est les athlètes. Là, vraiment, on est sur le truc auquel on rigole pas, avec lequel on rigole pas. Et donc, on avait une zone où on reprend les bus, on retrie tous les bus, on les remet dans l'ordre de départ qu'il faut pour qu'ils arrivent au village quelques centaines de mètres après pour que ça fonctionne. Donc, sur plan, ça marchait. On fait faire des travaux avec le département des Hauts-de-Seine et la ville ce qu'on appelle pleine commune, donc le territoire, pour que nos bus puissent sortir, créer un petit feu, etc. Et puis le premier jour, il y a mon équipe qui m'appelle en disant Stéphane, on a un problème, les bus frottent. Je dis ah, ça frotte, c'est bon. Non, viens voir, ça frotte.
Et en fait, il y avait du dénivelé, donc le bus frottait le nez et l'arrière. Dans un monde normal, Oh. dans un monde classique de projet public, il va falloir faire une réunion avec les territoires. Qu'est-ce qu'on fait? En attendant, on fait passer les bus ailleurs, etc. Là, je me souviens très bien, c'était un samedi après-midi, 14 juillet ou 12 juillet, un truc comme ça. J'appelle le territoire et le département, je dis nos bus frottent. Déjà, le téléphone répond un samedi après-midi sur le portable. Je C'est bon dis, signe. ouais, et en plus, c'est quelqu'un que j'avais vu en réunion, c'est un ancien client, il s'appelle Édouard. Il dit: «Salut Édouard, on a un problème, ça frotte, je sais pas si tu te souviens». Il me dit: «Oui, je vois très bien où c'est». Il dit: «Appelle mon chef d'opération». J'appelle le chef d'opération, il me dit: «OK, faites-moi un plan, on se rappelle demain». Mais demain, c'est dimanche, oui, on se rappellera demain. Et donc on a appelé le lendemain, on a fait un bout de croquis à la main, pour dire: «Faudrait qu'on creuse là et là et là». Le dimanche, il a regardé tous ses plans. Est-ce qu'il y a un réseau de gaz? Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Et puis le lundi soir, on faisait les travaux de minuit à 2 heures du matin, bitume à 2h30. On refait un test de bus et le mardi à 5 heures, les bus passaient sans que ça frotte. Ah, incroyable. C'était pas grand-chose. Il y a un coup de pelleteuse, Ouais. un coup de bitume. Enfin, mais sauf qu'en fait, ça, c'était vraiment génial parce que, La réactivité dans ces circonstances-là, ouais, c'est l'événement a ça. fait que quoi. Et en fait, quand on travaille avec des collectivités, on sait à quel point ils manquent de ressources, hein. C'est pas qu'ils sont désorganisés, c'est qu'ils manquent de ressources pour tout faire. On leur demande beaucoup, Ouais, beaucoup de choses. Mais là, personne ne voulait, enfin, tout le monde voulait que ça se passe bien. Et donc, ouais. et le chef de chantier, il avait les yeux qui pétillaient. Il était super content d'arriver. Je le retrouve L'excitation. voilà, à 23 heures. Il me dit: «C'est super, grâce à moi, les bus vont arriver. J'ai tout lâché à la maison, j'ai posé mon repas, j'ai tout, et hop, j'ai pris mon gilet orange et j'arrive, quoi». Non, mais ça, c'est parce que c'est les jeux. Et justement, là, quand on repense aux éditions précédentes, on a souvent des petites anecdotes de tel groupe d'athlètes s'est retrouvé à tel endroit, il s'est passé ci, il y a eu tel problème avec tel athlète. On a souvent eu des situations comme ça dans les jeux précédents et on a l'impression qu'on n'en a pas beaucoup entendu sur Paris. Là, maintenant on est une trentaine d'années après, tout le monde est à la retraite, plus personne n'a de responsabilité. Tu peux nous dire si tout a vraiment roulé ou pas? On a eu 2 premières semaines, et notamment Manon, Jacob, c'est pour ça que je dis qu'elle est résiliente. Je repense à ce qu'elle a fait, c'était vraiment super. Elle a, corrigé le tir. En fait, on a manqué de temps pour faire des tests. Ok, Et quand je fais un petit événement, je dis, le marathon va passer par là. Les chauffeurs de bus connaissent le territoire par cœur, ils connaissent leurs lignes. ouais. Et donc je dis aux chauffeurs de bus: «Au lieu de prendre, pont de l'Alma, tu prends le pont d'après, le pont d'Alban». «OK, pas de problème». Il connaît Paris comme sa poche, il connaît son territoire. Là, on a fait venir des chauffeurs qui venaient de 4 en France. Et donc, si demain tu connais pas une ville, je te dis, enfin, moi je connais pas bien Lyon. Si on me dit au lieu de prendre la 48, tu prends la 46, Ouais, direction quoi? Grenoble ou Genève, j'en ouais. sais rien. Enfin, Oui, c'est pas évident du tout, ouais. bah non. Et donc, malgré les guidages téléphone ou les applications, en fait, quand on connaît pas, qu'on doit prendre une voie olympique qui est à gauche, qui cisaille à droite, mais c'est le panneau sortie 8 jaune, direction village ou pas direction village. Enfin, et donc on a eu un peu de problème au début. Et notamment, je me souviens de 2-3 fois où on a eu des bus qui étaient complètement paumés. Et donc j'étais au village un matin, j'étais au transporteur du village, c'était dans les premiers jours. Et donc, je fais monter un volontaire dans un bus en disant: «Il va aller au centre aquatique», il va aller pas au centre aquatique, il va aller s'entraîner à Villepinte. Et puis je dis au volontaire: «Surtout, surtout, tu forces le chauffeur à prendre la sortie, celle-là. Elle va être écrite sortie interdite, mais elle est réservée pour Paris 24. Donc tu dis bien au chauffeur qu'il Ok. sort». À l'aller, ça va. Et je dis au retour, je lui prends la photo sur Google Maps, je lui envoie en entourant le truc sur Maps avec un bout de dessin, je lui fais Street View, tiens, tu lui fais prendre ce truc-là et pas l'autre. Il me dit: «Ouais, OK». Je dis: «T'as compris, comment tu t'appelles? Donne-moi ton numéro, on s'appelle». OK. Et donc il m'appelle 1 heure et demie après, au lieu de 1 heure. Je dis: «Ça va?» Il me dit: «Ouais, on est, au puce de Saint-Ouen». Je fais: «Mais normalement, tu devrais être au Stade de France». Il me dit: «Ouais, mais le chauffeur a pas voulu sortir». Je dis: «Mais je t'avais dit». Il dit: «Oui, mais il a pas voulu». Il me dit: «Mais il connaît bien, lui, il connaît ce Ah, coin-là, il va passer par là». Et donc, je reviens au point de tout à l'heure. Les périmètres de sécurité pour les riverains avaient été faits de telle sorte que la vie devait ouais. continuer. Et donc, on peut pas passer par la rue que le Habituel, chauffeur ouais. connaît. Il dit: «Mais si, moi je connais, je vais faire gauche, droite, gauche». «Non, non, non, ça marchera pas, tu vas être bloqué». Et donc, je lui ai demandé de faire demi-tour. Il a refait tout le chemin à l'envers. Et donc, évidemment, les athlètes, quand ils sont arrivés au transport moelle avec 1 heure de retard pour enfin, pas à leur épreuve, mais en revenir au village, là, ça râlait un peu. Donc, ça, on en a eu plusieurs fois par jour, des bus comme ça pendant 15 Ok. jours. Et puis, quand les épreuves ont commencé, je pense que les chauffeurs Là, se c'était sont sur dit: la «Bon». période d'entraînement avant vraiment les épreuves. C'est ça, C'est exactement. pour ça que le public a peu entendu parler, sûrement. C'est que ils ont pas raté leur compétition, ils sont pas arrivés 5 minutes avant sans échauffement. Voilà. Exactement.
Il y a eu OK. quelques couacs comme ça, mais très rares. Mais heureusement qu'on a eu la période d'entraînement qui permet, pour les athlètes, qui permet aussi à tout le monde de se roder, en fait. Elle sert à ça, hein. Ouais, et du coup, sur les jeux, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui sont passées en termes, d'innovation ou dispositifs qui toi, t'ont semblé, intéressants, des innovations en matière de transport ou des choses auxquelles tu avais Ouais. pas pu avoir accès avant dans le cadre de ton travail avant, hors événements sportifs? Et avant que tu répondes, Stéphane, on peut citer en termes d'innovation et de dispositifs plusieurs choses qui ont été mises en place, Ouais. notamment la voie olympique, qui est quand même quelque chose qui a été assez impactant pour les Parisiens et leur circulation sur le périphérique. On a eu aussi côté métro la ligne 14 Ouais. qui a été prolongée un tout petit peu avant les Jeux, sur des nouvelles stations plus au sud notamment, pour aider dans le transport des spectateurs Ouais. sur les sites qui tenaient à cette ligne-là. Et on a aussi le réseau de bus Il qui y a a été eu du renforcé, on vélo imagine bien. qui était un peu nouveau, et puis on a eu on avait une application unique. On a, ouais, quelques innovations comme ça sur le dos d'une main. On peut les balayer rapidement, mais Ouais, vas-y, l'application unique, tu parles application de transport comme Google Maps, c'est ça? c'est ça. Je vous donne un exemple. Ouais, vas-y, Au vas-y. Parc des Princes, habituellement, on a un peu plus de la moitié des gens qui viennent en transport en commun, donc disons 60-70%, et puis 30% qui viennent en voiture. Là, pendant les jours, on voulait que personne ne vienne en voiture parce qu'on ne savait pas les gérer. Et encore une fois, on n'est pas en apnée pendant 24 heures, et on va Ah, avoir sur chaque site, si on offre 100 places de parking, on est sûr qu'on va avoir 2000 voitures qui vont se pointer. Et donc, quel que soit le nombre de parkings qu'on offre, il y a trop de voitures. Donc, la meilleure solution, c'est de dire ne venez pas en voiture du tout, il y a 0 offre. Au moins, le message est clair. OK. Et au Parc des Princes, les gens viennent principalement en métro 9, donc il y a une ligne qui va de Paris Centre, enfin de Montreuil, qui fait Est-Ouest, quoi, et qui rejoint le Parc des Princes. Et l'essentiel des gens viennent vers deux lignes, la 9 et la 10. Et puis, à l'occasion des Jeux, il fallait que là où habituellement il y a personne ou presque qui vient en RER, qui est une ligne qui est à 2 ou 3 kilomètres à pied, il fallait qu'on en ait 30%. OK. Donc fallait arriver à convaincre 30% des gens de prendre ce moyen-là. Exactement. Et donc OK. de surtout pas, et moi j'avais vécu à Lausanne 2020, dans l'équipe transport, pour les Jeux de la jeunesse. Il y avait déjà une application qui disait aux gens de faire comme ça, et je m'étais retrouvé avec des CNO, enfin des comités olympiques, qui avaient dit: «Non, j'ai pas pris l'appli, moi je fais Google Maps». Je disais: «Mais en fait non, vous n'avez pas les bons horaires de train, vous n'avez pas les bons horaires de bus, les lignes sont coupées et c'est pas informé dans Google Maps». Donc pour éviter ça, Île-de-France Mobilité a créé une appli en disant: «Arrêtez de vous servir de D'accord. l'appli habituelle, vous êtes transporteur, prenez l'appli, elle va vous donner les bons horaires, les bons services spéciaux qui sont mis en place, les navettes, et cetera, et surtout elle va vous Ouais. répartir correctement en fonction de votre provenance, pour que vous vous répartissiez bien dans les différents modes de transport, et éviter de vous faire contourner une fois que vous arrivez sur place. On dit: "Ah non, non, vous n'êtes pas arrivé par le bon côté, refaites tout le tour". Donc écoutez-nous, prenez des navettes, prenez des métros, prenez des RER, qui n'étaient pas, c'est pas ce que les gens auraient fait naturellement. Donc ça, c'est une première OK. innovation. Ça a bien marché en termes d'utilisation? Ça a super bien marché, les taux de téléchargement étaient assez élevés, les gens ont suivi les recommandations. On s'attendait à ce que les Français, disent: «Eh, moi je connais, hein, je vais pas faire comme ça, je vais faire autrement». Les gens ont suivi le truc, OK. donc la communication a bien marché. Donc c'est un effort commun entre Île-de-France Mobilité et l'État. Le gouvernement et le ministère des Transports avaient développé une campagne de communication qui disait: «Évitez de vous déplacer». Il y avait des campagnes d'affichage dans les métros et dans les bus, un peu Ouais. sur le modèle de Londres, donc ce qu'on appelle nous le Travel Demand Management. Et ça a très bien marché aussi. Et en fait, globalement, cette innovation, d'application plus de communication a permis d'avoir en moyenne 20% de personnes en moins dans les transports. On espérait en avoir moins 10, et on en a eu moins 20. OK. Et Île-de-France Mobilité avait mis en place des transports pour que 100% des personnes puissent venir en transport en commun. Donc ça va avoir la capacité pour qu'on ait l'emport. Sauf qu'on avait des personnes qui sont venues 5, 6, 7 heures avant, donc on les vous avait pas dans les radars. Des gens sont venus en vélo, des gens sont venus un peu en taxi. Des gens sont venus en prenant un bus plus lointain. Donc en fait, on a eu 10-20% de marge dans la demande naturelle, OK. 10-20% de marge sur les modes de transport, et on a eu 100% de l'offre au lieu de 80 habituellement. L'été, on réduit le nombre de trains. Et donc Ouais. tout ça, ça nous a donné 30 à 40% de marge, ce qui fait que quand il y avait un petit retard, un petit pépin d'exploitation de train ou de métro, ça se voyait pas C'était en pas un fait. effet domino, ouais. Non. OK. Et la robustesse, elle a tenu à ça. Alors après, il y a eu aucune panne, il y a eu un gros travail des transporteurs pour faire de la maintenance préventive, donc pour aller, je vais faire simplifier, mais pour aller huiler les aiguillages et vérifier tous les OK. transformateurs électriques, pour faire simple. Donc tout ça, ça a fait que ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est une première innovation, c'est le fait que on communique, on guide et les gens écoutent.
Deuxième innovation, rapidement sur les voies olympiques. Donc la voie olympique, elle est utile quand il y a des bouchons pour faire en sorte que les gens passent le bouchon. Donc évidemment, quand on a été voir les premières fois l'État sur les voies olympiques, ils nous disaient, mais là, si vous mettez une voie olympique, le bouchon va être pire. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a un bouchon que j'ai besoin d'une voie olympique. Quand ça roule très bien, j'ai pas besoin de voie olympique. C'était Donc, compliqué les discussions initialement sur ce sujet-là? ultra. Ok. Parce qu'en fait, pour donner l'ordre de grandeur, dans une voie olympique pour aller à Vers-sur-Marne, alors sur certaines fonctions de voie olympique sur l'autoroute A1 entre le Stade de France, enfin le village et le périphérique, on avait plusieurs centaines de véhicules par heure dans chaque sens. Donc dans une file de circulation sur l'autoroute, généralement on fait passer 1400 véhicules par heure par file. On peut Ok. monter à 1800, mais bon, dans ces coins-là, on va dire qu'avec la vitesse entre 1000 et 1400 voitures par heure, j'ai 4 Ouais. files, 4000 voitures, 6000 Ok. voitures, allez, il y a 6000 personnes dans l'heure qui passent. Et on dit, je vais prendre une des 4 files, donc 25% de la capacité, pour faire passer quelques centaines. Donc socialement, je C'est dur compacte. à faire comprendre. Voilà. Je compacte très fort, 30%, enfin, je serre les gens avec moins 30%, moins 20%, alors qu'ils sont plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers. Et nous, à côté, on a quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui passent dans l'heure. Donc, ça, socialement, ça s'entend très bien sur l'autoroute 1 autour du village. Par contre, sur le fin fond du réseau olympique à Vers-sur-Marne ou à Elancourt, c'est beaucoup plus dur à justifier. Ok. Et donc, pas mal de temps de discussion avec les autorités. Plein de discussions, ouais. Et j'ai eu un rôle assez chouette parce qu'en fait, il fallait par moment que j'arrive à tenir une posture que le Paris 94 me demandait de tenir et je la tenais avec plaisir. Il fallait dire on a besoin de voies olympiques, point barre. Et puis des fois, on avait des sections de voies olympiques où l'État ou les collectivités disaient là, ça va vraiment être compliqué, ça va vraiment mettre le bazar partout. Et il fallait que j'aille reconvaincre en interne à des niveaux exécutifs assez rigolos en disant ils ont raison, on peut se passer de voie olympique pendant 200 mètres à cet endroit-là parce que ça va vraiment, mettre la voie olympique, ça va faire tellement un bouchon très fort que le bouchon va remonter très très loin en amont. Et donc, quand je vais sortir de mon site, je vais déjà être dans les bouchons avant même de rejoindre la voie olympique. Ok. Donc, il y a eu ce lien de curseur entre les parties prenantes côté CIO ou interne et puis les côtés État ou exploitants. Donc, c'était vraiment chouette cette partie-là du job. Ok. On a quand même pas mal parlé des jeux. Maintenant, on va parler du jeu. Celui qui est beaucoup plus important, celui d'Outstad. Et du coup, je passe la parole à Rémi. C'est Rémi qui quiz les gens ici et qui me quiz moi avec d'ailleurs, hein, je pense. Hein. J'ai pas vu les questions. Tu as ma parole. On va effectivement te tester, Stéphane, et enfin toi aussi, Maxime, par la même occasion. Vous allez jouer en face à face, en 1v1, avec un petit quiz pour rester dans la thématique, hein, qui parlera de sport et des différents moyens de transport. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour le quiz ? Archi prêt. Allez, la première question. On va commencer assez tranquillement et assez d'actualité. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelle nation a été sacrée championne du monde de cycleball, ou cycleball en français, lors des derniers championnats du monde de 2025 qui se sont déroulés à Göppingen? Et c'est une indication pour la réponse. Du coup, l'Allemagne, à domicile. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est pour les hommes et pour les femmes. La France. Non. Le Danemark. Non. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin non plus pour les femmes. La Belgique. Non. Au cycleball, ce sont les Allemands qui sont champions du monde aussi bien chez les hommes que chez les femmes, avec une discipline qui reste assez confidentielle. On est sur 13 équipes participantes chez les hommes et 4 équipes chez les femmes. Ah oui, c'est très très confidentiel. Et c'est quoi le cycleball exactement? Faut faire En quoi? quelques mots, le C'est cycleball... moto-foot, non? Alors, c'est presque dans la même veine, effectivement. Il y a un terrain avec 2 équipes face à face, 2 cages, un gardien de but. Et les joueurs sont sur leur vélo, mais ne doivent pas toucher par terre. Ah, mais c'est comme du hockey un peu. C'est un peu comme le hockey vélo. Un tir hockey, un tir football, un tir vélo. On marque des buts et à la fin, celui qui en a mis le plus est déclaré vainqueur. Ok.
Allez, on enchaîne avec la deuxième question. On bascule sur les JO d'hiver cette fois-ci, messieurs, et notamment le bobsleigh. Est-ce que vous pouvez me donner à 2 km/h près environ, allez, je vous laisse 2 km/h de marge, le record du monde de vitesse en bobsleigh à 4 chez les hommes? Ça va vite, c'est genre 170. 136. Ok, donc 170 pour Stéphane et 136 pour Maxime. Alors on est un petit peu loin, si proche, si loin, j'ai envie de vous dire. Le record au bob à 4, il est à 153 km/h. On n'est pas si mal. Donc vous n'êtes pas si mal. Entre les deux. Vous êtes entre les deux, effectivement, donc réalisé en 2010 par, tenez-vous bien, les Allemands, encore une fois. Ouais. Donc voilà, l'équipe La poussée allemande du départ. au top sur ces sports et cette mobilité. Il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Ok, bon, bah on reste toujours sur le score de 1-0 pour Maxime sur la question 1. Je vais vous donner une dernière question bonus, et là tu vas pouvoir te refaire, Stéphane, là-dessus, parce que c'est une question bonus à 53 000 points. Elle va pouvoir te permettre de passer en tête assez rapidement. Je vais vous demander quel club de football assez connu donne son nom à une station du métro parisien, qui est une station qui est abandonnée maintenant. Et je vais vous demander le nom de ce club. Alors, station abandonnée, il y a plusieurs. Il y a la station Axo, qui est dans le nord-est de Paris, pas loin des boulevards Bédier. Il y a une station... Saint-Martin, non, aussi? Je crois, effectivement, oui. Il y a Auteuil, église d'Auteuil, il y en a une qui est sur la 10, qui est un brin de liaison, je crois, entre la 9 et la 10, avant que les lignes soient fusionnées. Et qui donne le nom à une équipe. Ouais, enfin c'est le nom d'un club, je vais vous aider, je vais vous aiguiller un petit peu. On est en première ligue, le championnat anglais. Oh. Et on est très généralement dans le premier tiers du classement. Et c'est un métro parisien? Et c'est une station abandonnée du métro parisien, effectivement. Ouais. Il y a une station vers Bastille, il n'y a pas une histoire avec Bastille Ah, Arsenal. Bravo, Maxime. Vers Bastille, justement. Vers Bastille, ouais. Ah oui. Entre Bastille et Gare de Lyon, donc Arsenal, qui est une station du métro parisien qui a été abandonnée. Oui, et en fait, on peut encore la voir quand on est dans le métro. Si on regarde à la vitre, on la voit, cette station abandonnée, qui est un lieu de tag. Exactement, c'est une station qui sert maintenant à faire des tests ou de la maintenance pour les équipes de la RATP, qui peut aussi aider à tourner des clips ou à faire du tag, comme tu l'indiquais, Stéphane. Alors les clips, ils sont surtout tournés à Porte des Lilas, précisément. Ouais, aussi, métro Porte des Lilas sur la 7 bis. Un autre spot, effectivement, de tournage de clips. Eh ben, c'est une victoire de Maxime de 2-0 sur ce quiz. C'est mérité. Victoire méritée largement. Je suis assez fier. Ce sera pour mes parents et ma famille. Ouais, encore une fois, l'équipe d'Ostad reste invaincue sur ces quiz. Bravo encore à toi, Maxime. On passe sur la deuxième partie, un peu plus sérieuse, mais pas trop quand même. Hein. On va rester dans cette veine-là. Donc sur les tu préfères. Je vais te poser une première question, Stéphane. Est-ce que tu préférerais au quotidien avoir des roues de vélo à la place des jambes, ou est-ce que tu préférerais ne pouvoir parler toute ta vie qu'avec la même intonation de voix que celle de Simone, la voix de la SNCF, qui dit le prochain train en provenance de... Oh bah quand même la voix de Simone, puisque ça change pas la mobilité, et puis finalement c'est une voix assez sympathique. Dans ces moments difficiles, la voix de Simone elle est pas si désagréable. Ouais, voix très connue en plus, et qui a longtemps œuvré pour la SNCF. C'est une vraie dame, hein. C'est une vraie dame qui faisait toutes les annonces à l'époque. Tout à fait. Et sur le deuxième tu préfères, Stéphane, c'est un petit clin d'œil aussi pour toi. Je voudrais savoir si tu préfères que la France entière connaisse enfin la différence entre un car et un bus, ou alors est-ce que tu préfères organiser des jeux où 100% des spectateurs viennent en trottinette? Je préfère que les gens connaissent la différence entre autocar et autobus. C'est une running joke, je me suis fait piéger. Ça paraît bête, mais un autobus et un autocar n'ont pas la même hauteur, n'ont pas la même capacité, n'ont pas les mêmes droits. On ne peut pas rouler avec un autobus sur autoroute parce qu'on n'est pas avec une ceinture de sécurité, contrairement à un autocar. Ça n'a pas les mêmes gérations, ça n'a pas les mêmes empattements, ça n'a pas les mêmes autorisations. Enfin, ça change pas mal de choses. On ne peut pas rentrer en fauteuil roulant dans un autocar, on peut le faire dans un bus. Enfin, et donc, en fait, il y a beaucoup, comme en plus les gens font avec la traduction anglais, car, coach, buses, etc. Et donc, à chaque fois que quelqu'un se trompait, je disais non, en fait, ça c'est un bus, c'est pas un autocar. Quand on est en sport collectif, c'est un autocar. Quand on est en sport individuel, c'est un autobus. Et un jour, Pierre, pour un concours de Noël en interne, me dit mais c'est quoi la différence entre bus et autocar? Donc tout content, je lui réexplique. Et puis tout le monde se fout de ma gueule autour. Et en fait, il y avait un pari, il fallait me réussir à faire expliquer pour la 49e fois ce que c'était. Et il a gagné son pari parce que j'ai plongé directement pour lui réexpliquer. J'étais tout content de lui expliquer. Et donc de ce jour-là, c'est devenu une running joke sur le fait que c'était quasiment mon seul job chez Paris 24 d'expliquer la différence entre bus et autocar, quoi.
Donc, je préfère que les gens sachent. Comme ça, je me fais plus piéger bêtement. Ouais, non, mais très bien, merci encore pour cette explication. Et puis voilà, ça permettra aussi à tout le monde de se cultiver sur ce sujet-là. Ouais. Et on enchaîne justement sur des sujets de transport et notamment les enjeux environnementaux derrière tout ça. Euh, on a pas mal parlé de moyens de transport collectifs, de bus, en tout cas de moyens plutôt bas carbone en général. Ouais. On sait que le transport, c'est souvent un enjeu pour le bilan carbone des événements, qui est aujourd'hui largement pris en compte. Comment ce sujet, toi, tu t'es retrouvé à l'aborder? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête avant de Ouais, ouais. prendre le poste au jeu? Est-ce que c'est quelque chose qui a été plus important que ce que tu imaginais? Et pour continuer là-dessus et un petit peu abonder pour Paris 2024, on est en termes d'empreinte carbone à un petit peu plus de 2 millions de tonnes équivalent CO2. Et en fait, on estime que 65% de cette masse est provoquée par les déplacements. Pour équivalence et par comparaison aussi, à Londres, on était à 3,3 millions de tonnes. Étonnamment, mais que ça peut s'expliquer, Tokyo, avec des jeux sans spectateurs et donc beaucoup moins de déplacements, arrive à 1,9 million de tonnes équivalent CO2. Quasiment autant que Paris, du coup. Tout à fait. Ok. Alors oui, c'était un enjeu énorme et rares sont les personnes qui travaillent dans les transports et qui n'ont pas, quand on fait de la planification de transport pour mettre en place des métros, des tramways, des pistes cyclables, c'est qu'on y croit. Moi, je suis passionné de voiture, je vais aux 24 heures du Mans, je vais voir des courses, donc j'aime vraiment la voiture, mais en ville, on a beaucoup de limites en termes, je parle même pas de pollution de l'air, mais ne serait-ce que d'espace consommé par la voiture, ça prend beaucoup de place, une place de parking. Une voiture, quand elle roule, elle prend beaucoup de place. Et en plus, c'est 2 tonnes qui sont lancées à 30-40 km/h, donc c'est un objet qui est dangereux en soi. Et donc, en venant au jeu, je m'étais dit que ça serait quand même bien, à une toute petite mesure et de ce que je pouvais faire, d'essayer de faire en sorte qu'on ait un bilan carbone qui soit plus favorable. Euh, Quand on parle d'un événement, genre un Grand Prix de Formule 1, en fait, il y a 20 voitures qui vont consommer 100 litres d'essence chacune. Oui, ok. Sauf qu'en fait, il y a 100 000 spectateurs qui sont venus et beaucoup sont venus en voiture. Et donc finalement, que ces 100 000 personnes soient venues voir de la Formule 1, un marathon ou une course de chevaux, pardon, le bilan carbone, c'est pas les quelques voitures qui roulent au milieu qui changent le bilan carbone. Donc le vrai sujet des grands événements, c'est pas tant l'activité qui en est faite, mais c'est surtout le transport des spectateurs. Et c'est là, il y a un énorme truc à faire. Donc évidemment, la chance de Paris, c'est que alors, c'était l'ambition de Paris 2024 dès le début, mais on avait des sites compacts. Hein, toutes nos épreuves étaient compactes et toutes nos épreuves étaient desservies par au moins 2 lignes de transport. On pourra revenir sur la résilience si besoin, mais en termes Ouais. de conception. Mais donc déjà, tout le monde pouvait venir en transport en commun. Tout le monde pouvait le faire. Alors Ouais. certains ont tenté leur chance en taxi, ce qui est normal. Certains ont tenté leur chance en Uber ou ont voulu venir en voiture, mais très peu. Ensuite, l'État a voulu mettre en place du stationnement vélo et Ouais. et les collectivités ont financé assez largement un réseau de pistes cyclables pour que les gens puissent venir en vélo. Moi, Ok. je vais bosser en vélo, j'y croyais beaucoup, je suis passionné de vélo, mais on a été dépassé par le volume de vélos, au-delà même de Ouais. ce qu'on imaginait. Donc, on avait ce qu'on appelle la part modale, c'est la part des modes de transport pour venir sur un site. Ouais. Euh, on imaginait entre 1 et 4%, on a eu entre 2 et 10 Pour le vélo? pour le vélo, ce qui est énorme. Ok. Énorme, énorme, énorme. Donc ça a été très favorable pour le bilan carbone. Sauf que Île-de-France Mobilité disait, bah, si les gens viennent avec un vélo en libre service, alors je parle pas des sites lointains, mais tous les sites où il y avait une offre Vélib par exemple, il fait beau à l'aller, je prends un Vélib, au retour, s'il pleut ou s'il y a un orage, je rentrerai en métro. Donc Île-de-France Mobilité, c'est pour ça aussi qu'Île-de-France Mobilité avait dimensionné tous les services au cas où, pour que les gens puissent repartir non pas en vélo. Mais je donne un truc assez fou. À Vers-sur-Marne et à Élancourt, qui étaient nos 2 sites quasiment les plus lointains, on a eu 2 fois plus de monde que ce qu'on imaginait en vélo. Il a fallu que dans la Ok. première nuit, on demande aux prestataires de rajouter des arceaux Ok. vélo. Et on s'était dit: «Mais non, mais les gens vont pas venir depuis Paris, longer le canal tout du long». Bah si, certains l'ont fait et puis beaucoup sont venus de Marne-la-Vallée autour et beaucoup sont venus de Versailles pour Élancourt ou de Saint-Quentin-des-Îles. Donc on a eu un super usage du vélo. Et qui nous sert aussi quand même, ça a mis beaucoup de cyclistes dans l'espace public et ça nous sert au quotidien maintenant
parce que ça a Ouais. habitué tout le Ouais, monde les à... aménagements qui ont été Voilà, faits, pour la plupart, sont toujours présents, ouais. exactement. Donc ça, c'est un super héritage. Ensuite, sur le bilan carbone, il faut faire attention à ce qu'on affiche. Je me souviens qu'on s'était pris des tirs dans la presse en disant, regardez, le Grand Prix aux Pays-Bas de Formule 1 de Zandvoort, Ouais. tout le monde est venu en vélo. Oui, en fait, les 5 derniers kilomètres, tout le monde pouvait venir en vélo, mais depuis où? Bah, depuis un parking. Donc en fait, les gens venaient Oui. en voiture, lâchaient leur voiture à 5 kilomètres en dehors des caméras, Mmh. les voitures étaient posées, et puis après, tout le monde venait en vélo. Donc le bilan carbone, il n'est pas meilleur que sur un Grand Prix classique ou sur une autre course. Donc oui, je pense que ce qui est difficile, c'est que on a généralement dans les grands événements, on a 3 tiers de provenance. On a un tiers des gens qui viennent de l'agglomération autour, un tiers des gens qui viennent du pays, à peu près, et puis un tiers des gens qui viennent du reste du monde. Pour les Jeux, pour la FIFA, pour ces grands événements. Évidemment, si je fais un ultra trail à Annecy, j'imagine que les gens vont surtout venir des Alpes, du coin, et il y a peu de personnes qui vont venir des 4 coins du monde pour le voir. Mais comme on a ces 3 tiers-là, bah, le premier tiers sont des gens du coin, et lorsque j'habite, bon, si je prends n'importe quoi, mais un événement de foot classique, je prends une ville comme Reims, on peut se dire, bah, Reims, il y a des tramways, il y a un TGV depuis Paris ou depuis Strasbourg, super. Ouais, en fait, sauf que si j'habite à 20 minutes au sud de Reims, dans les vignes, Je viens en bah, voiture. je viens en voiture. Donc, le bilan carbone, on peut le travailler, on peut faire mieux, mais à partir du moment où on accepte d'avoir un événement, heu, inéluctablement, il y a forcément des gens qui vont venir en voiture, et donc le sujet, c'est d'arriver à les arrêter le plus tôt Ou en possible, avion. et en avion. Mmh. Donc en avion, on ne pourra pas faire grand-chose, sauf à leur dire: «Lorsque vous arrivez à l'aéroport, ne louez pas une voiture, prenez les transports. Lorsque Ouais. vous allez voir les Jeux depuis, une ville qui n'est pas sur un train ou un TGV, prenez votre voiture, OK, mais lâchez votre voiture à une gare et ensuite déplacez-vous en transport». C'est la seule chose qu'on puisse faire, mais c'est intrinsèque, pardon, au fait que les gens se déplacent aussi un peu en voiture, et pendant les Jeux, on en a eu très peu parce que les gens ont lâché leur voiture à l'hôtel ou en périphérie et ne se sont pas déplacés vers les sites en voiture, ou très, très peu. Ouais. Et justement, là, quand on voit que bah, le lieu du stade ou de la compétition a énormément d'importance, forcément. Quand on entend, par exemple, aujourd'hui les discussions autour du changement de stade pour Paris, où ils évoquent le fait de quitter le Parc des Princes et de construire leur propre stade. Toi, il y a des sites qui sont évoqués autour de Massy, par exemple, notamment, je crois, Ouais, d'autres sites Massy autour et de Poissy, ouais. Poissy. Toi, ça t'évoque quoi en termes de transport, ces questions-là, et notamment avec, comment dire, une grille de lecture un peu environnementale? Je prends pas du tout la grille de lecture, hospitalité et autres, parce que les grands stades, Oui. maintenant vivent tous avec leurs hospitalités en grande partie, enfin en grande partie, en partie, et j'aime beaucoup Massy, j'aime beaucoup Poissy, hein, je juge pas de la Pour tous qualité de les vie, gens à Massy et Poissy qui nous écoutent. voilà, j'ai pas d'avis à avoir. Est-ce qu'il fait meilleur vivre à Massy, à Poissy ou à Boulogne, ou j'en sais rien. Mais heu, en tout cas, en termes de transport, le Parc des Princes, on a la ligne 9, on a la ligne 10. Dans quelques années, on a le métro 15 qui est une rocade, qui va arriver au Pont de Sèvres. Hem, on a le RERC, donc même le jour où la métro 9 est, en panne, les gens peuvent quand même venir avec le tram T2, avec des bus, enfin, on arrive à trouver des solutions. Dire qu'on va mettre, le stade à Massy, alors il y a le RER B, un peu plus loin il y a le RER C, un jour il y aura le métro 18, Poissy c'est pire, c'est pas du tout robuste en termes de transport. Donc en fait, il va falloir faire des parkings gigantesques, et comme ces stades-là maintenant marchent en mode arena, avec, des événements réguliers, avec, en fait, il y a pas que les matchs de Ligue 1. Concert, ouais. Il y a des concerts, il y a aussi des choses à côté. Et c'est ce qu'on voit bien sur l'Arena à La Défense, hein. Finalement, l'équipe de rugby Du du Racing Racing 92, ouais. repartira à l'Aide-du-Manoir, et Ouais. l'Arena va vivre que de concerts et de grands événements. Et donc, en fait, s'il n'y a pas de transport, naturellement, les gens vont venir en voiture. Et donc là, le bilan carbone, il est mauvais, mais surtout, le site est fragile. C'est-à-dire que j'ai qu'une seule ligne de RER, c'est pas robuste, en fait. Et c'est typiquement le Stade de France, il a, encore une fois, 2 RER, 2 métros, et bientôt 3. C'est super robuste, en fait, comme système. Je sais pas ce que fera le PSG, et je sais pas, quels seront leurs choix, mais au sens purement environnemental, c'est vraiment une bêtise qu'ils partent. Après, au sens économique, en termes réputationnels, je sais pas quoi, ils ont leur raison, mais au sens environnemental, c'est une très mauvaise chose. Et on voit justement que bah, côté équipe, côté club et côté organisateur aussi, c'est un sujet comment dire, qui devient
central même dans la conception des événements. Tu parlais tout à l'heure d'Ultra Trail. L'Ultra Trail du Mont Blanc, ils se sont retrouvés au cœur de pas mal de polémiques, notamment en raison du nombre de personnes qu'ils amènent sur des territoires là avec un impact environnemental fort pour un sport qui, justement, pour qui l'environnement, c'est un Et hyper enjeu important, central. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui à tenter, à tester des nouvelles modalités de participation. Pour les athlètes, ceux qui viennent sans prendre l'avion, si je ne me trompe pas, ils ont plus de chances de participer. Oui, il y a des incentives comme ça aussi, ouais. Et côté spectateur, je crois qu'il y a aussi des intérêts. Sur du covoiturage, je crois, ouais. Ça incite les gens à choisir des mobilités douces. Est-ce que tu penses que toi, c'est des choses comme ça qui vont se développer côté organisateur, puisque à un moment donné, on est limité par les distances? Ouais, pour 2 raisons. La première, c'est que évidemment, c'est le sens de l'histoire, qu'on fasse attention, au sens environnemental beaucoup plus fort que ce qu'on fait. On est encore très timide, mais c'est indispensable de le faire. Et puis aussi en termes de moyens, c'est-à-dire que, aménager un parking temporaire, pour, quelques heures, ou quelques demi-journées, ça coûte une fortune. Ça prend de la place, Ouais. il faut des autorisations, et puis quand on fait un parking, souvent, on va pas mettre du bitume, donc on va le laisser en herbe ou en gravier, et donc du coup, les hydrocarbures des voitures vont finir par s'infiltrer. Et s'il y a un orage, on se retrouve avec des voitures tankées. Il y a eu un Grand Prix de Formule 1 à Silverstone il y a une quinzaine d'années où il y a eu des orages, où il a beaucoup plu, c'était au mois de juillet. Les voitures sont restées bloquées dans le champ. Il a fallu des tracteurs pour venir chercher les voitures. Donc je parle même pas de l'aspect environnemental, mais au sens opérationnel. Ouais. Il faut, des giratoires, il faut mettre des voies à sens unique, il faut des forces de police pour bloquer les autoroutes et les routes, pour dire que tout le monde vient, tout le monde part, et si tu le malheur d'être à contresens pour aller à la maternité, ça marche pas. Donc indéniablement, au sens opérationnel, ça a beaucoup de sens que, on ait des modes massifiés. Une voiture au sol, une place de parking, c'est 12 mètres carrés, et avec les voies de circulation, c'est 25 mètres carrés. Un bus, c'est 12 mètres de long fois 3 mètres de large, un peu moins, mais disons, pour faire simple, ça fait 35 mètres carrés au sol. Un bus, il se stationne pas parce qu'il fait la navette, et je mets 80 personnes dedans. Donc le ratio, il y a un ratio énorme de différence d'espace consommé. Donc Mm. oui, des transports massifiés pour les spectateurs des événements, c'est indispensable. Et enfin, moi, je suis pas là pour dire, on arrête de mettre des spectateurs sur l'événement, parce que de toute façon, quelqu'un qui n'ira pas voir l'Ultra Trail, est-ce qu'il va pas aller, faire des courses ou aller, faire un autre loisir, dilué au cinéma ou autre? Et de Mm. toute manière, finalement, son bilan carbone sera le même. Donc le sujet, c'est pas est-ce qu'on interdit aux gens d'avoir des loisirs? C'est est-ce que parce que l'événement est très grand, il a des moyens qui lui permettent d'avoir des incitations à avoir un autre mode de transport? Ouais. Et donc, pour finir, on a une dernière question habituelle. Pareil, avec un petit twist cette fois-ci, c'est bien malgré toi. D'habitude, on demande à nos invités s'ils pouvaient donner leur nom à une loi. Le problème, c'est que toi, la loi Aubry, elle existe déjà. Donc, ça sera la loi Aubry 2, si tu me permets. Allez, Et, euh, et donc, du coup, l'idée de la loi, c'est simplement que ta carte blanche, tu peux donner ton nom à une loi. Ça peut être une idée, une règle, une philosophie. Ça peut être très sérieux. C'est toi qui décides. alors, heu, c'est un peu, un sujet, c'est un peu de la tripaille administrative, mais elle me paraît importante. Je vais prendre un exemple pour les organisateurs d'événements. Ouais. Si, vous êtes pour ceux qui connaissent Roland-Garros, hem, selon l'endroit dans l'avenue, une des avenues qui est devant Roland-Garros, selon l'endroit où vous êtes soit à Paris, soit à Boulogne, soit sur le territoire de Paris, soit sur le territoire des Hauts-de-Seine, hem, soit, et coup de bol, on est de toute manière au sein de la préfecture de police de Paris. Bon. Et en fait, si on pouvait simplifier le millefeuille administratif en ayant, comme dans certaines très grandes villes, autres que Paris, hein, toutes sauf Paris, donc c'est l'exception parisienne, d'avoir moins de couches administratives en disant: «J'ai une autorité de transport qui comme Île-de-France Mobilités, mais j'ai plus toutes ces couches de sous-territoire qui font que en fait, on perd de l'énergie en coordination». Et donc si on pouvait simplifier les couches administratives. Je dis pas que les gens qui sont dans ces couches-là, n'ont pas beaucoup de boulot, encore une fois, mais c'est juste que même ces personnes-là s passent de l'énergie dans de la coordination en disant: «Ah mais non, là, c'est pas la ville, c'est le territoire EPT. Ah non, ça, c'est pas l'EPT, c'est le département. Ah non, ça, c'est pas le département, c'est Île-de-France Mobilités». Et en fait, on et alors maintenant qu'on a rajouté le Grand Paris, ah non, ça, c'est pas SNCF, c'est le Grand Paris, mais le jour où le Grand Paris sera livré, ça rebascule à SNCF ou Île-de-France Mobilités. Enfin bref, tout ça pour les gens qui sont pas dans le système.
c'est beaucoup d'énergie perdue. Donc ça serait Ok, une loi pour simplifier et mutualiser les ressources. Je suis pas là pour dire qu'il y en a trop de personnes. Je dis juste qu'on les met ensemble pour fusionner des services et le faire de manière plus fluide. très clair. C'est un peu de la tripaille administrative. Je suis désolé, c'est pas vendeur, mais Non, non, mais très clair et je pense que ça parle à pas mal de gens. On a fini pour aujourd'hui. Encore une fois, merci Stéphane pour pour ton temps, pour toutes ces explications. Je pense que c'est des sujets qui sont pas forcément connus du grand public, mais qu'on expérimente tous. Donc vraiment super pour toutes tes précisions et toute ton expérience partagée. J'espère que ça t'a plu de ton côté. merci beaucoup. Ouais, c'est très intéressant, c'est rigolo comme exercice. C'est pas facile de parler entre guillemets publiquement de ce qu'on fait. Donc, merci de donner la parole à ce monde-là. Avec plaisir et un grand merci Rémi pour ton appui et Xavier en régie. Merci messieurs. Merci à vous. Et à tous ceux qui nous écoutent, abonnez-vous, commentez et dites-nous s'il y a des sujets que vous voulez qu'on creuse ensemble. À très bientôt.